Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne suisse Blick, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris du quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « Israël-Palestine, comment faire la paix ?» Il est ainsi chapeauté. Ce numéro du 1 hebdo revient sur les tentatives historiques les plus marquantes pour construire la paix au Proche-Orient, afin de mieux comprendre leurs échecs. Alors que de plus en plus d'acteurs prennent conscience de l'impasse d'une solution purement militaire, il explore aussi les chemins possibles d'un règlement durable de la guerre en cours et, plus largement, du conflit israélo-palestinien qui s'est ouvert en 1948. Nous mettrons en ligne mercredi, dans notre série « Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné », un premier entretien avec Marion Godefroy-Taillard de Borms, historienne de la gastronomie et de l'usage politique de la cuisine, autrice avec Xavier Decteau aux éditions Flammarion de « À la table de l'histoire » et aux éditions Payot de « L'histoire passe à table », les 50 repas qui ont fait le monde. Vos contributions à notre podcast sont reçues avec reconnaissance. Elles sont défiscalisées de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Notre prochain enregistrement public aura lieu à l'école alsacienne le dimanche 11 février et vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà sur notre site. Enfin, toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique, d'un compendium, auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Venons-en maintenant au premier des deux sujets que nous avons prévu d'aborder, qui ne sont ni l'affaire Depardieu ni l'affaire Alain Delon. Nous nous en excusons par avance. Et commencerons par le remaniement. Mardi, le président de la République a fait le choix de Gabriel Attal pour remplacer Élisabeth Borne à Matignon. Comme elle, issue du Parti socialiste, ce macroniste de la première heure a effectué une trajectoire gouvernementale fulgurante et en moins de 6 mois rue de Grenelle, une impressionnante ascension dans l'opinion. Sa nomination est un pari pour tenter de retrouver avant les européennes l'audace et le mouvement du début du premier quinquennat. Sur X, Emmanuel Macron a défendu la fidélité à l'esprit de 2017, dépassement et audace. Cette nomination s'inscrit dans la ligne de ses vœux aux Français dans lesquels il insistait sur la nécessité d'un réarmement dans un certain nombre de domaines, civiques notamment. L'Élysée précise qu'il s'agit d'un choix de fond pour une nouvelle phase du quinquennat. Gabriel Attal est attendu l'arme au pied par les oppositions, qui n'ont vu en lui qu'un fac-similé du président. Éric Ciotti dénonce la communication permanente. Jean-Luc Mélenchon moque un simple porte-parole. Le communiste Yann Brossard un clone. Olivier Faure, le socialiste, juge qu'Emmanuel Macron se succède à lui-même. Et dans la majorité, nombre de députés ont salué, eux, l'élan espéré via cette nomination. D'autres, tout en lui reconnaissant un grand sens politique et un art consommé de la communication, estiment qu'il incarne la désidéologisation de la politique. Dans son discours d'arrivée à Matignon, Gabriel Attal a tenu à reprendre son thème fétiche des classes moyennes, de ceux qui travaillent et qui financent nos services publics et notre modèle social, et qui ne s'y retrouvent plus. Le quotidien L'Opinion liste les 12 travaux du tout nouveau chef du gouvernement: vaincre le chômage, rembourser la dette, restaurer l'autorité, sauver la planète, réussir les Jeux Olympiques, assurer la survie du macronisme, vaincre le Rassemblement national, convaincre la droite, calmer l'aile gauche, relever le niveau à l'école, faire face aux urgences, apprivoiser les poids lourds. Le défi le plus proche est celui des élections européennes de juin prochain, qui s'annoncent difficiles pour la majorité face au Rassemblement national et qui seront une étape majeure avant la présidentielle de 2027 et la succession d'Emmanuel Macron. Dans la nomination du gouvernement annoncée jeudi en fin d'après-midi, une surprise a marqué les esprits, celle de la nomination de Rachida Dati, issue des Républicains, au ministère de la Culture. Sur cette question, Richard Verly. Emmanuel Macron, d'abord, a rapidement tué son Premier ministre.
puisque pendant une journée, suite à la nomination de Gabriel Attal, qui, je le rappelle, est le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République à 34 ans, on a cru, les médias ont cru que peut-être il y aurait un moment Attal. Mais très vite, on voit avec le gouvernement que ce moment Attal, il est largement téléguidé, commandité, contrôlé par Emmanuel Macron, puisque tous les choix que vous avez cités, Philippe, y compris les choix ministériels, on garde les poids lourds. Gabriel Attal n'aura pas tellement la tâche de les apprivoiser parce qu'il est évident que ces poids lourds, que ce soit Monsieur Le Maire aux finances, Monsieur Darmanin à l'intérieur, Monsieur Dupond-Moretti à la justice, gèrent les affaires en direct avec le président, en plus du ministre des Armées, mais là c'est beaucoup plus classique. Gabriel Attal, au fond, n'a qu'une seule mission, c'est de communiquer. Et là, je suis à la fois d'accord sur le constat avec Éric Ciotti, qui l'a dit, des Républicains en parlant de communication permanente, mais je suis en désaccord sur le fait que ce serait une mission, disons, anodine. C'est une mission essentielle. Au fond, Gabriel Attal, il est là pour mener ce qui est la dernière campagne électorale d'Emmanuel Macron comme président, une campagne électorale qu'il veut gagner. Gabriel Attal, il a des atouts pour cela. Sa jeunesse peut être un atout, même si elle peut aussi le distancer d'un certain nombre de classes sociales ou d'électeurs. Le fait qu'il présente bien, on est quand même dans une ère de communication où l'image est absolument essentielle. Le fait qu'il parle bien, et donc en réalité, il est Premier ministre de lui-même. Il est Premier ministre de lui-même, à charge pour lui d'essayer d'incarner quelque chose de nouveau. Pour ça, il ne pourra pas faire oublier Emmanuel Macron. En réalité, c'est ce qu'il faudrait, parce qu'Emmanuel Macron polarise le pays. Il a une cote maintenant de popularité, donc on voit bien stagnante autour de 30%. Ça, il n'arrivera pas à faire oublier Emmanuel Macron, mais il peut essayer de se tracer un chemin. Donc au fond, le bilan que je tire de tout ça, c'est que Emmanuel Macron ne croit qu'à une chose, c'est au mouvement. Un mouvement qui est dicté par lui, qui est contrôlé par lui, dont il est à la fois le compositeur et le chef d'orchestre. Gabriel Attal était premier violon, on l'autorise maintenant à monter sur le pupitre, mais il n'a toujours pas la baguette pour conduire les opérations, et je ne sais même pas s'il connaît la partition. Michaela Wiegel continue à faire le tour des points de vue d'outre-frontières. Oui, alors quand je regarde l'état du gouvernement allemand, je dois dire chapeau. En Allemagne, on aurait aimé ce coup de surprise, un rajeunissement, quelqu'un qui parle bien, même si Richard a déjà pointé les limites d'une stratégie qui est essentiellement basée sur une meilleure communication. Donc, je trouve il y a quand même du bien dans la constitution de la Ve République qu'on critique volontiers, mais cette manière de pouvoir changer le Premier ministre quand on pense que le moment est venu pour un renouvellement de personnes et un peu d'état d'esprit, ça donne quand même une bouffée d'air. Et je trouve que même si ça reste à vérifier auprès des Français, en tous les cas, c'est un signal qui est bienvenu en début de cette année où les nouvelles qui nous arrivent du grand monde sont très mauvaises. Alors, sur le fond, je crois, enfin, Emmanuel Macron a décidé d'ajuster son équipe gouvernementale au paysage politique. On avait tous constaté que lors de son réélection, quand il a obtenu qu'une majorité relative aux législatives, que son électorat était parti beaucoup plus vers la droite qu'auparavant. Et que donc, même si ça peut faire sourire le retour de quelques chouchous du sarkozysme, c'est-à-dire Rachida Dati, mais aussi Catherine Vautrin, en fait, reflète bien les attentes de ce électorat qu'on peut appeler aujourd'hui le noyau dur de l'électorat macroniste, c'est-à-dire des personnes plutôt âgées, plutôt dans des bonnes positions financières. Et donc, on voit dans la réaction très agacée d'Éric Ciotti que le mouvement continue de priver les Républicains de ces dernières forces vives, ou en tous les cas de ces derniers personnages connus par la majorité des Français. Et il y a une autre dimension dans
ce gouvernement Attal, c'est vraiment le gouvernement des bébés Macron ou de la génération Macron. C'est-à-dire, pour la première fois, les purs produits du macronisme vont avoir des positions au sein du gouvernement très visibles. Et ça montre aussi que l'heure de l'héritage a sonné, même si on peut, bien sûr, le Premier ministre en premier peut encore se brûler les ailes, mais ce qu'il est intéressant jusqu'à maintenant, on tablait quand même un peu sur l'hypothèse que qu'est-ce qui sera l'après-Macron? Il n'y aura plus rien. On allait retrouver les clivages traditionnels entre droite et gauche. Aujourd'hui, on peut en douter parce qu'on voit bien que le mouvement de diminution, de réduction des républicains continue et il est fort à parier que ce gouvernement a dans ses mains, en tous les cas, la question du nouveau paysage politique pour 2027. Le monde diplomatique avant le diplomate, Akram Belkaïd. Bien écoutez, moi je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Toutes ces péripéties m'ont fait me poser la question suivante, c'est à quoi sert un second mandat dans le dispositif politique et institutionnel français? On sait que Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, même si il y a eu quelques déclarations assez étonnantes de membres de son entourage évoquant la possibilité d'une révision constitutionnelle un peu à la manière de certaines dictatures, notamment en Afrique, où on a vu que tous les pays qui s'étaient dotés d'un verrou pour le deuxième mandat l'ont fait sauter. Je crois qu'il y en a eu une trentaine de par le monde. Mais là, on est dans une configuration où, effectivement, il y a le scrutin européen. Disons-le tout de suite, même si c'est un scrutin important, il ne passionnera pas. Il ne passionne pas les Français. On connaît les taux de participation. Donc, on est tous déjà engagés dans la perspective de 2027. Et dans la perspective de 2027, on se pose des questions, effectivement, sur la portée de ce remaniement qui tend à finalement placer alors un jeune espoir ou un jeune champion de la Macronie au poste de Premier ministre. Or, on sait que ces postes-là sont usants, qu'ils ne sont absolument pas une garantie de succès en cas d'ambition présidentielle. Et donc, il y a cette interrogation sur ce qui va se passer en 2027. Est-ce que ça va finalement, oui ou non, recomposer le champ politique français? La deuxième chose qui m'est venue à l'esprit, c'est tout de même le message envoyé. C'est-à-dire que moi, j'ai été assez étonné par les discours dithyrambiques, enfin, cette espèce de satisfecit qu'on a adressé à l'action du nouveau Premier ministre. Moi, je constate simplement que son bilan, il est peut-être très compétent, ce monsieur, il a peut-être un grand avenir politique. Néanmoins, on ne peut pas se satisfaire d'un tel bilan, c'est-à-dire quelques mois, enfin à peine une année passée au budget sans avoir présenté ce même budget à l'Assemblée, quelques mois au ministère de l'Éducation, et puis voilà, on est Premier ministre. Je trouve que c'est dans un contexte où on abreuve les Français de discours sur la méritocratie, sur le travail, etc. C'est un drôle de message qui est envoyé aux Français. Alors sur l'éducation, on nous dit mais il a réussi à interdire l'abaya, mais quel bilan? Les vrais enjeux sont le niveau, le recul de l'école française dans tous les classements internationaux, la grogne des enseignants, la question de la rémunération. On a encore vu des études récentes qui montrent à quel point les enseignants français sont moins bien payés que leurs homologues européens. Tout ça, c'était des défis qui n'ont pas été surmontés, c'est des problèmes qui n'ont pas été solutionnés. Donc, c'est assez intéressant de voir que ce message, encore une fois, à mon avis, va avoir un impact assez important sur une partie de la population qui n'est pas dupe et qui va se poser des questions sur finalement l'écart qui sépare les gens entre leur réalité quotidienne et finalement des élites politiques qui obéissent à des logiques totalement différentes avec des principes totalement différents. François Bujon de l'Étang. Je suis très frappé par le caractère
presque uniformément acide aux critiques des commentaires qui sont faits, que j'entends sur les radios, les télévisions, depuis la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Il faut essayer de positiver un peu plus, je pense. D'abord, à quoi ça sert un remaniement ministériel? C'est la première question. Pourquoi un remaniement, finalement? Et est-ce que c'est vraiment un remaniement ministériel? Alors, la réponse, c'est qu'un remaniement ministériel, c'est utile quand on veut changer de phase, changer de séquence, ouvrir une nouvelle séquence. Et là, je crois que c'est le cas. Macron, qui ne sait pas très bien quoi faire, ça, je rejoins tout à fait Akram là-dessus, de son second mandat, et qui n'a jamais défini quels étaient ses objectifs pour son second mandat, sort d'une phase difficile dans laquelle il a essayé de faire une réforme des retraites, puis une loi sur l'immigration, qui est loin d'être terminée, parce que le Conseil constitutionnel n'a pas encore renvoyé le texte aux assemblées. Il sort d'une phase difficile dans laquelle il a essayé de pousser des réformes pour entrer dans une phase beaucoup plus politique et beaucoup moins législative, je dirais. Parce que son problème, c'est de durer. C'est paradoxal de la part de quelqu'un qui vient d'être réélu, me direz-vous, mais c'est un fait. Quand les Américains ont ce terme excellent de parler de lame duck, toujours c'est un canard boiteux, pour un président qui n'a plus qu'une espérance de vie limitée et qui, de ce fait, n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit, le problème, pour l'instant, c'est les élections européennes. Parce que on pouvait débattre de l'opportunité d'un remaniement avant les élections européennes. Après tout, il y avait une autre option qui était de passer le cap des élections européennes avec le gouvernement en place et de remanier après, ce qu'il faudra peut-être faire d'ailleurs, de toute façon. Mais pour le président, c'est essentiel, parce que si la majorité macronienne ou paramacronienne se fait battre ou se fait tailler en pièces par le Front National, le Rassemblement, national, aux élections européennes du mois de juin prochain, ce qui restera du mandat sera directement un toboggan qui mène vers l'élection de Marine Le Pen en 2027. En 2027. Et c'est exactement ce qu'il voulait éviter. Donc on entre dans une phase où la politique va l'emporter sur tout le reste, et la politique, ça veut dire la communication. Et dans cette optique, la nomination de Gabriel Attal est peut-être, après tout, une bonne idée. Je dis cela parce que tout le monde contemple le verre à moitié vide, il faut le regarder quand même à moitié plein. Il a beaucoup d'atouts, Gabriel Attal. Il a pas mal d'expérience pour son âge, finalement. Tout le monde dit il a 34 ans, il n'a aucune expérience. Je m'excuse, mais ce garçon, depuis qu'il a fait des études à Sciences Po, évidemment, au lieu de faire les grandes écoles comme beaucoup d'autres, a fait de la politique instantanément. Et il a passé 10 ans en politique, finalement. Il est élu local. Il est également élu à l'Assemblée nationale. Il a au fond des atouts que Macron n'avait pas en devenant président de la République. Et il a une expérience que Macron n'avait pas en devenant président de la République. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est une nomination qui permet en effet d'envisager d'ouvrir une nouvelle séquence. Alors il aura des obstacles multiples. On peut en faire une liste absolument exhaustive. La première difficulté qu'il va rencontrer, c'est la coexistence avec le président de la République. Ça c'est dit. Richard a peut-être forcé un peu le trait en disant qu'il n'y a pas eu du tout d'effet Macron pendant 24 heures. C'est un peu sévère, mais c'est vrai que tout est décidé à l'Élysée, même la nomination du directeur du cabinet du Premier ministre, qui lui a été imposée, ce qui a d'ailleurs toujours été le cas sous M. Macron, à l'exception d'Édouard Philippe, qui avait su résister à cette offensive-là. Mais ça va être sa première difficulté. L'autre, ça va être les relations avec les poids lourds du gouvernement. Vous l'avez dit, mais avec Darmanin, avec Le Maire, et même avec Dupond-Moretti, et avec Le Cornu, qui travaille beaucoup avec le président en direct, ça va être pour lui extrêmement difficile. Donc il va fonctionner autrement. Et c'est pour ça que je suis tenté de dire que on présente ça comme un remaniement, mais c'est pas tellement un remaniement, c'est un changement de Premier ministre. Et un changement de séquence, parce que ça va avec le changement de Premier ministre. Mais en réalité, le Figaro titrait vendredi matin « Le changement dans la continuité », c'est exactement ça dans l'esprit de M. Macron. Il s'agit d'assurer la continuité, et il s'agit bien entendu pour lui de garder la haute main sur les affaires courantes. Donc, nous allons voir comment ça se passe. Mais peut-être peut-on faire crédit à M. Attal, qui n'a à peine eu le temps de s'exprimer une fois sur TF1 le jour de sa prise de fonction, mais qui est en effet un excellent communicant. Je l'ai entendu et rencontré à diverses reprises, et je peux en attester. Il est bon, il occupe très bien le terrain, il va savoir jouer, je pense. Donc,
Attendons, la messe est loin d'être dite. Je ne sais pas qui je vais contredire, plus exactement. La citation que je vais faire va contredire, c'est une citation du Gorafi, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, un site parodique qui est quelquefois très drôle. Et là, en l'occurrence, il a publié, après la nomination de Gabriel Attal, il a publié, pardon pour le lapsus, Richard, ce tort de rire, il a publié la phrase suivante: Brigitte Macron assurera la régence le temps que Gabriel Attal ait l'âge de gouverner. Michaela Wiegel. Oui, alors comme François nous incitait à avoir le verre à moitié plein, je voulais dire quelque chose d'assez exceptionnel. En tous les cas, quand on assiste depuis longtemps à des conseils des ministres franco-allemands, pour une fois, l'Élysée a réussi à imposer une équipe gouvernementale resserrée. 11 ministres de plein exercice, c'est vraiment pas beaucoup pour, comme on dirait en Allemagne, pour des Français. Pour une fois, il y aura moins de ministres en France qu'en Allemagne, parce que jusqu'à maintenant, on avait habitué nos ministres qu'ils avaient au moins deux interlocuteurs côté français. Et on a vu un retour de ces super ministres, c'est-à-dire Bruno Le Maire sort renforcé parce que il va avoir en plus des finances de l'économie, de l'industrie, l'énergie. Et on a effectivement fait nouveau aussi un ministère de l'éducation, du sport, de la jeunesse et des Jeux olympiques. Et c'est pareil pour le travail, la solidarité et la santé. Alors, ça peut être assez malin parce que ça correspond probablement à une attente des Français d'avoir une équipe resserrée et pas avoir tellement de personnes dont beaucoup ne connaissaient même pas les noms. Richard Verlet. Alors, essayons de positiver, et ce que je vois, moi, de positif dans ce mouvement, pour reprendre le terme de François, c'est que peut-être Emmanuel Macron, tout en tuant son Premier ministre d'emblée, l'a libéré de l'enfer de Matignon. Parce qu'au fond, l'enfer de Matignon, tel qu'il a été décrit par ceux qui y sont passés, c'est d'être surchargé par toutes les tâches de l'administration du pays, puisque toute l'administration remonte au Premier ministre, et de se retrouver prisonnier du président de la République qui, in fine, décide. Là, dans ce cas, ça va être assez différent, en effet, puisque, à mon avis, Emmanuel Macron va gérer en direct les principaux ministres, lesquels, du fait de leur âge, du fait de leur expérience, du fait de leurs ambitions politiques, ne toléreront pas d'être dirigés par Gabriel Attal. Mais Gabriel Attal, lui, va pouvoir peut-être fonctionner comme une sorte de cheval léger, de hussard, qui va avancer dans le domaine qui est le sien, c'est-à-dire la pédagogie, l'explication et une nouvelle forme d'autorité, qui n'est pas l'autorité à la Darmanin, qui n'est pas une autorité de type autoritaire, qui est une autorité plus, on va dire, de prestance, qui est une autorité qui va avec la parole, la parole juste. Et ça, c'est intéressant. Et de ce point de vue-là, finalement, peut-être qu'Emmanuel Macron est en train d'inventer un Premier ministre soliste, c'est assez nouveau, qui va pouvoir entièrement se préparer à une seule tâche, c'est celle d'être le présidentiable de demain. Et de ce point de vue-là, au fond, on pourrait dire Emmanuel Macron ouvre une route pour son héritier, et c'est lui, néanmoins, qui jusqu'à la fin du quinquennat décidera de tout. Avant que les micros ne soient ouverts, François, vous parliez d'une comparaison possible entre Gabriel Attal et le jeune Nicolas Sarkozy. Mais oui, parce que j'entends trop dire à droite, à gauche, partout, au centre et nulle part, que M. Gabriel Attal serait un clone de Macron. Et je pense que cette idée est inexacte. Ce n'est pas un clone de Macron. Il n'est pas comme Macron, un énarque, un inspecteur des finances, quelqu'un qui est passé par la banque Rothschild. Non, c'est quelqu'un qui, au sortir de Sciences Po, a immédiatement commencé à se lancer en politique et a immédiatement commencé à se présenter à des élections. Il a été élu
2 fois. Il a été élu d'abord comme conseiller municipal à Vanves, où il habite, et il a été élu en 2017, très jeune, comme député à l'Assemblée nationale. Macron n'a pas cette expérience-là. Oui, et pour moi, avec Sarkozy, si on veut faire une comparaison, elle n'est pas avec Macron, elle est avec Sarkozy. Car il me rappelle le Sarkozy devenu maire de Neuilly aux grandes dames de Charles Pasqua et s'imposant en politique à un âge que tout le monde jugeait tendre à l'époque. Alors, je pourrais dire avec monsieur Mélenchon, que je ne cite pourtant pas très souvent, « Malheur au pays dont les princes sont des enfants ». Le mot était assez drôle. Mais je trouve que Gabriel Attal me rappelle beaucoup le Sarkozy du début. Et dans sa façon de mettre en valeur également la nécessité de davantage d'autorité, il n'est pas du tout un clone de Macron. Il est peut-être, par contre, un double de Sarkozy. Akram Belkaïd. Oui, alors bon, moi je vais rester tout de même un peu dans la note, non pas une note pessimiste, mais effectivement, je pense que le rendez-vous des européennes, même si tout à l'heure je l'ai relativisé, va être très important. Et on est tout de même dans une configuration, on le sait tous, où le nouveau Premier ministre n'a pas la possibilité de faire passer toutes les lois qu'il voudra au niveau du Parlement sans avoir recours au fameux 49.3. On a ce rendez-vous électoral qui demeure incertain. Alors tout le monde dit que Monsieur Attal va pouvoir tenir tête dans les débats à Monsieur Bardella et que ça va donner lieu à des batailles entre deux communicants. Mais il n'y a pas que ça. Il va y avoir le résultat des urnes. Tout ça pour dire que si on rajoute aussi la question d'un front social qui n'est absolument pas réglé, que ce pays connaît aujourd'hui encore et toujours des tensions dont l'origine remonte à longtemps et qui ont connu leur climax avec les Gilets jaunes, mais ça peut facilement revenir. Il y a donc une perspective qui a été citée par quelques confrères, c'est cet éléphant dans la pièce qui est une éventuelle dissolution du Parlement avant 2027. Et là, ça rebattrait toutes les cartes. Et c'est une hypothèse qui, aujourd'hui, n'est pas du tout sur la table, mais beaucoup y pensent. Et ce serait peut-être, ça risque d'être une des surprises de l'année qui vient. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions au deuxième des sujets que nous avons choisi, celui d'Israël, toujours davantage en guerre. 3 mois après l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, Israël est toujours plongé dans la guerre. Rien ne semble indiquer une prochaine sortie de crise. Le conflit pourrait même entrer dans une nouvelle phase. L'assassinat ciblé le 2 janvier à Beyrouth de Saleh al-Arouri, numéro 2 de la branche politique du Hamas, réveille la crainte qu'il ne prenne une dimension régionale avec l'ouverture d'un nouveau front au nord d'Israël. Le crime que constitue l'assassinat de Saleh al-Arouri au cœur de la banlieue sud de Beyrouth est une grave agression contre le Liban et ne restera pas sans riposte ou impuni, a promis le Hezbollah. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'assassinat de Saleh al-Arouri allait donner encore plus de motivation à l'axe de résistance contre Israël. Un porte-parole de l'armée d'Israël a affirmé que Tsahal est prête à faire face à tous les scénarios, autrement dit, à une guerre sur plusieurs fronts, au sud à Gaza, au nord au Liban et en Syrie, sans compter de possibles tirs de missiles des Houthis yéménites alliés de Téhéran ou de milices pro-iraniennes depuis l'Irak. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a rappelé les objectifs des forces de défense israéliennes, le retour des otages, le démantèlement militaire et opérationnel du Hamas, la suppression de la menace sécuritaire dans la bande de Gaza. Et cependant, l'armée a besoin de clarification afin de réduire le nombre de ses troupes au sol. Un redéploiement attendu en janvier est déjà signalé. Tsahal souhaite préserver ses réservistes pour une guerre longue qui coûte quelques 100 millions d'euros par jour et préparer une éventuelle poursuite de la guerre au nord du pays contre le Hezbollah libanais. D'importants efforts militaires ont été déployés en Cisjordanie ainsi qu'à la frontière avec le Liban. Le 6 janvier, l'armée israélienne annonçait avoir achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Seules des bandes de miliciens isolés y agiraient encore. Plus de 80% de la population dans la bande de Gaza a dû abandonner ses foyers. Plus de 22 000 personnes, civils et combattants, ont été tuées et 7 000 sont portés disparus selon le chiffre du ministère de la Santé de Gaza.
L'armée israélienne reconnaît implicitement que les 2 tiers de ses victimes sont des civils et non des combattants ennemis. Et de son côté, elle a perdu 175 soldats depuis le début de son offensive terrestre, le 27 octobre. En amont de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans la région, le ministre israélien de la Défense a présenté pour la première fois depuis le 7 octobre des pistes pour l'après-guerre. Dans son scénario, pas de retour des colons israéliens dans la bande de Gaza, mais une administration locale validée par Israël qui garderait le contrôle du territoire. Ce plan est contesté au sein même du gouvernement israélien, dont les ministres ultranationalistes sont favorables à l'implantation de colonies. Et Benjamin Netanyahou, qui a besoin de leur soutien pour garder la majorité à la Knesset, ne s'est pas encore prononcé clairement. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Alors, ça, c'est un sujet sur lequel il est vraiment difficile de garder même une fraction d'optimisme, parce que nous sommes d'abord Israël a une histoire qui est une histoire guerrière. C'est la question, c'était Israël toujours la guerre. Israël est un État qui est né dans la guerre, qui est né d'une guerre et qui ensuite a dû livrer déjà 3 guerres pour assurer sa survie, n'est-ce pas ? Mais là, elle est engagée dans une guerre qui est peut-être une guerre très, très longue et qui est en tout cas très, très difficile, puisqu'elle proclame que le but de guerre, c'est d'éradiquer le Hamas, de l'anéantir. Alors, je ne vois pas comment on peut éradiquer le Hamas. On peut le mettre hors de combat, on peut à la rigueur le mettre hors d'état de nuire, mais on ne peut pas l'éradiquer parce qu'il est profondément ancré au sein de la population palestinienne. Alors, il faut voir le court terme, le long terme. À court terme, il est évident que la guerre va se poursuivre parce qu'Israël ne veut pas l'arrêter, que Tsahal ne veut pas l'arrêter tant qu'elle n'a pas encore atteint les objectifs qu'elle se fixe, c'est-à-dire, au moins, à défaut d'éradiquer le Hamas, détruire ses capacités militaires et ses capacités de gouvernement et d'administration, et également éliminer ses dirigeants, ce qu'elle a commencé à faire dans la banlieue sud de Beyrouth, par exemple. Mais il reste aussi d'autres sujets. Il reste la libération des otages, dont on parle peu, mais il reste apparemment 136 otages à libérer. Donc Tsahal a besoin de temps, et le gouvernement de M. Netanyahou, qui est pourtant très fragilisé, va devoir essayer de gagner du temps pour pouvoir poursuivre la guerre. Personne n'a les moyens de le contraindre à s'arrêter. Seuls les Américains le pourraient s'ils employaient les grands moyens, comme l'avaient fait Bush père et Jim Baker à un certain moment, mais on en est loin et les Américains sont entrés dans une phase de campagne électorale qui ne leur laisse pas les mains libres pour des aventures extérieures. Donc voilà, la guerre va continuer. Alors est-ce qu'elle va s'étendre ? Tout le monde dit elle va s'étendre, elle risque d'embraser la totalité du Moyen-Orient. Je crois que le pire n'est pas sûr. Il est très possible qu'elle s'étende à la frontière nord d'Israël, c'est-à-dire au sud Liban, puisque le Hezbollah est installé là, qu'Israël s'est préparé à un tel conflit. Ils ont déjà quand même évacué 80 000 personnes de la zone de la frontière libanaise, et Tsahal est prête. Mais il n'est pas du tout sûr que la guerre s'étende. Le Hezbollah, bien sûr, entreprend des actions régulières, bombarde, se mobilise, mais il fait un peu un service minimum, finalement, compte tenu du camouflet, par exemple, qu'a été pour lui l'assassinat de Salah al-Hariri, il fait vraiment le service minimum. Il n'est pas sûr que l'Iran, qui bien entendu est son commanditaire, veuille se lancer dans un conflit élargi. Les Iraniens eux-mêmes ont de fortes inquiétudes sur leur capacité militaire. Ils ont un agenda qui les amène à donner la priorité à leur effort nucléaire, qu'ils entendent poursuivre et mener à bien, et ils seraient peut-être incapables eux-mêmes de faire face à un élargissement du conflit. Donc on peut toujours espérer que le conflit, en dépit de toutes les prédictions, ne s'élargisse pas. Alors par contre, à moyen terme, on peut rester très pessimiste parce qu'on ne voit absolument pas s'assembler les ingrédients d'une solution pacifique quelconque, n'est-ce pas ? D'abord, on ne sait même pas qui en seraient les interlocuteurs. Le gouvernement israélien est fragile, il est extrêmement divisé, on le voit bien dans les débats du cabinet de guerre. Monsieur Netanyahou branle dans le manche quand même, parce que il faudra rendre des comptes sur la façon dont le gouvernement et l'armée ont été surprises par ce qui s'est passé le 7 octobre.
octobre. Et puis, il a lui-même des affaires judiciaires qu'il avait d'ailleurs amené à vouloir changer les institutions d'Israël. Enfin, il était embarqué dans une aventure à laquelle le Cour suprême a mis fin. Mais le gouvernement israélien est très fragile et on ne sait pas, au fond, qui va le mener dans quelque temps. Et du côté palestinien, il n'y a pas d'interlocuteur, puisque le Hamas, par définition, n'en est pas un. Il est coupable de terrorisme à grande échelle. Et du côté de l'OLP et de Ramallah et de Mahmoud Abbas, tout le monde sait que ce gouvernement est complètement paralysé, impuissant, corrompu, et doit lui-même lutter contre une poussée du Hamas. Donc rien de tout ça ne permet d'envisager une négociation. Et quant aux grandes puissances qui pourraient s'assembler pour contraindre à une sorte de négociation, elles ont toutes des agendas et des objectifs complètement différents. Les Chinois sont loin, ils préfèrent continuer à pousser leurs pions tranquillement dans le reste du Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite et dans les Émirats. La Russie est très occupée quand même par la guerre en Ukraine, et puis elle est enchantée de cette diversion qui fait que l'opinion mondiale et la communauté internationale se sont tournés plutôt vers le Moyen-Orient que vers l'Ukraine. Ça l'arrange, et plus la guerre continue, plus la Russie, plus Moscou sera content. Et quant aux Américains, ils s'embarquent à partir de lundi dans une campagne électorale qui va durer jusqu'au mois de novembre et qui risque d'amener au pouvoir ensuite, possiblement, M. Trump, qui est extraordinairement favorable à M. Netanyahou, à qui il a toujours donné carte blanche. Donc tout ça, ce ne sont pas vraiment des éléments d'optimisme. Et la conclusion, c'est donc que la guerre, malheureusement, va se poursuivre, et il n'y a pas de solution à la guerre actuelle, car il n'y en avait qu'une, c'était la solution à 2 États, tout le monde est d'accord, et M. Blinken vient encore d'ailleurs de la recommander cette semaine, mais la solution à 2 États n'est plus possible, compte tenu de la colonisation forcenée qu'ont entrepris les radicaux israéliens en Cisjordanie, et que M. Netanyahou encourage ouvertement. Netanyahou, qui, aux yeux de certains, est la pire chose qui soit arrivée à Israël depuis sa naissance, a tout fait, depuis qu'il est au pouvoir, pour rendre impossible la création d'un État palestinien. Akram Belkaïd. Oui, alors d'abord, il faut rappeler tout de même une situation absolument terrifiante qui prévaut aujourd'hui à Gaza, avec des populations civiles qui sont exposées à des bombardements, qui sont exposées au manque de nourriture, au manque de médicaments, au manque d'eau potable. Et c'est une situation absolument terrifiante qui, à mon sens, crée les germes de violences futures. Je rappellerai que après la défaite arabe de 1967, 20 ans plus tard, on assistait à la naissance du Hamas. Et que dans ce monde et dans cette région, n'importe quel événement a toujours des conséquences sur le court et moyen terme. Et donc, la guerre, pour moi, s'est déjà étendue, puisqu'on voit bien que les Houthis yéménites ont décidé de s'inviter dans ce conflit en perturbant la circulation des navires commerciaux qui passent par le détroit de Bab el-Mandeb pour remonter la mer Rouge, et que leurs actions armées ont entraîné des frappes, comme on dit, des bombardements menés par les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'on a là aussi, de manière immédiate, par ricochet, un risque de déflagration, parce que, on l'a bien vu, nous avons affaire à un acteur armé, les Houthis, qui ne lâchent pas facilement prise. Ils ont tenu tête à une coalition de plusieurs pays qui les a bombardés, une coalition menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et donc, il y a vraiment de quoi s'inquiéter, sachant aussi que les Houthis, par le passé, ont réussi à frapper des installations pétrolières saoudiennes, et que cela a eu des conséquences sur l'économie mondiale et sur les cours du brut. Je dirais aussi que, effectivement, la solution, moi, ça fait très longtemps que je ne crois plus à la solution en 2 États. J'ai cessé d'y croire 3 ou 4 ans après la conclusion des accords d'Oslo. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il y avait les discours, et que sur le terrain, la colonisation ne s'est jamais
jamais arrêté, y compris lorsqu'il y a eu des intermèdes de gouvernements dits de gauche à la tête d'Israël, et que tout cela morcelait le futur, la possibilité d'avoir un futur État palestinien, mais tout de même. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces deux peuples sont condamnés d'une manière ou d'une autre à s'entendre. Alors aujourd'hui, c'est absolument impossible. On voit bien que l'opinion publique israélienne, qui, elle, s'est arrêtée au 7 octobre, qui, paradoxalement, est très peu informée de ce qui se passe à Gaza, ou pour certains qui s'en désintéressent, ou en tout cas qui trouvent justifiée l'action militaire dévastatrice israélienne. Et d'un autre côté, vous avez une montée du ressentiment ainsi palestinien, sachant qu'en Cisjordanie, c'est tout sauf le calme, puisqu'on a des agressions de colons quasi quotidiens et qu'on en est à peu près à entre 350 et 400 morts depuis en un an, sur 12 mois, sur 14 mois. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les éléments d'une tension militaire perdurent, et que ce qui se dessine, c'est aussi la possibilité que les choses s'aggravent par défaut de perspectives politiques. C'est-à-dire que tous les acteurs concernés décident finalement il faut aller plus loin, et que il n'est absolument pas question de négocier. L'autorité palestinienne aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un supplétif sécuritaire d'Israël en Cisjordanie. C'est une autorité qui n'a plus aucune possibilité d'affirmer son pouvoir politique, et donc on est dans une situation de vide qui est absolument inquiétante. Et c'est là où on sent que les États-Unis ont fini par le comprendre. Je rappelle que je pense que c'est l'une des premières guerres au Proche-Orient où les Américains n'ont pas défini de véritables lignes rouges aux Israéliens. Je rappelle qu'en 82, par exemple, les Américains ont laissé faire l'invasion du Liban, mais au moment où il s'agit de défendre Arafat et de le laisser partir pour la Tunisie dans des conditions de sécurité, ce sont les Américains et les Français qui ont imposé ça. Aujourd'hui, on ne sait pas quels sont les vrais but de guerre d'Israël. Ça change tous les jours. Le Hamas, on va détruire le Hamas. Un jour, vous avez des ministres qui vous expliquent qu'il faut que les colons reviennent. Un jour, on vous explique qu'il y a un document qui a fuité qui prévoit le transfert de population palestinienne dans le Sinaï ou je ne sais où, en République démocratique du Congo, etc. Et puis, Netanyahou, parce que ce qui se passe, et je pense que les collègues vont en parler, inquiet tout de même par cette procédure engagée par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice pour qu'il y ait des mesures conservatoires qui soient prises et que Israël soit mis en accusation pour génocide, s'est dépêché de dire en anglais, parce que quand il parle en hébreu, c'est parfois différent, de dire qu'il n'était pas question de recoloniser Gaza. On est dans une situation de flou qui, à mon avis, va servir les intérêts de ceux qui sont prêts à en découdre jusqu'au bout. Michaela Wiegel. Oui, alors s'il fallait une preuve de l'impuissance de l'Europe, ce conflit en est la démonstration, hélas. Et je pense qu'effectivement, beaucoup a été dit que l'extension du conflit est déjà là, avec effectivement les menaces qui pèsent sur les voies navigables en mer Rouge et qui ont déjà des conséquences sur l'approvisionnement et qui risquent d'ailleurs, après ces récentes frappes anglo-américaines sur des objectifs au Yémen, d'être encore plus fort parce qu'on est effectivement encore dans une phase d'escalade et Akram vient de le dire, les Houthis yéménites jusqu'à maintenant ne se sont jamais pliés face au bombardement. Donc on a là typiquement un conflit qui est mené par des acteurs tierces, mais qui sont très clairement soutenus par l'Iran, qui joue un jeu trouble, même si effectivement il resterait qu'on n'a pas l'impression que l'Iran cherche à tout prix à élargir ce conflit davantage, mais on ne voit pas non plus
qui cherchent à apaiser. Donc, on est typiquement dans une situation où chacun essaye de contrôler ses partenaires, mais on ne voit pas très bien comment ils réussissent. Alors, j'ai commencé avec l'impuissance européenne qui est très frappante, notamment quand on se souvient des précédentes guerres dans cette région. Notamment la France qui jouait encore un rôle. On voit bien qu'aujourd'hui, dans la division européenne, la voix de la France n'arrive pas à créer un consensus, un front uni. Et on s'est contenté de dire que c'était le charme de l'Union européenne, cette diversité de points de vue concernant le conflit. Alors, ça va de l'Espagne qui est ouvertement très très critique de Netanyahou, qui a pour cela été tensé par le gouvernement israélien, jusqu'au gouvernement allemand qui en revanche évite toute parole qui pourrait déplaire à Netanyahou et qui est par ricochet très critique de l'Afrique du Sud, qui a effectivement, comme ça a été dit, engagé la Cour internationale de justice à La Haye pour en quelque sorte internationaliser, judiciariser le conflit avec pas de succès, mais qui a au moins attiré l'attention internationale sur la problématique. Mais moi, ce qui me frappe, c'est vraiment la paralysie et ça à la veille des élections européennes où il s'agit de montrer que l'Europe est un acteur dans le monde, la paralysie de la diplomatie européenne et l'absence même d'influencer ensemble la diplomatie américaine qui est le seul acteur, en quelque sorte, qui a encore son mot à dire vis-à-vis du gouvernement israélien. Richard Verly. À la question « toujours plus de guerre », je pense pour ma part que la réponse est en Israël. Parce que dans la situation où les Palestiniens se trouvent aujourd'hui, dans la situation de souffrance cauchemardesque, sans même de réponse sur leur avenir, sur l'avenir de leur existence, puisque certains parlent de les déporter, je crois qu'on ne peut pas demander aux Palestiniens de réfléchir à une solution autre que la résistance aux hostilités, soit la résistance en fuyant pour les civils, soit la résistance militaire pour ceux qui sont aux côtés du Hamas ou du djihad islamique. Donc, il y a un seul camp, au fond, à qui la question est posée. Allez-vous continuer de choisir la guerre? Et ce camp, c'est Israël, et c'est le peuple israélien, qui en plus est une démocratie, qui se targue de l'être, et la décision de la Cour suprême qui a mis un frein, je ne sais pas si c'est définitif, mais en tout cas un net frein aux ambitions de Benjamin Netanyahou pour tordre le bras de la justice, eh bien, de ce point de vue, c'est une bonne nouvelle. Donc la question est posée à Israël. Allez-vous accepter? Pouvez-vous accepter qu'une bande de territoire qui est à côté de vous devienne littéralement un cimetière? Pouvez-vous accepter que 2 millions de Palestiniens n'aient plus comme seul espoir que de survivre? Et pouvez-vous accepter que des scènes absolument affreuses, j'ai lu récemment ce témoignage d'une médecin qui revenait de Gaza, où des enfants, bien évidemment, qui se trouvent sous les frappes, sont démembrés, décapités, des choses absolument atroces. Vous, Israéliens, pouvez-vous l'accepter? Et pourquoi je dis cela? C'est parce que c'est là, à mon avis, que le déclic, qu'il soit politique, qu'il soit humain, humanitaire, peut se faire. Ce déclic, malheureusement, aujourd'hui, ne peut pas se faire parce qu'il y a un verrou. Ce verrou s'appelle Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, dont nous prédisions tous, les médias, parce que nous étions à l'écoute de la société israélienne, que ces jours seraient comptés. Je rappelle quand même que la guerre a démarré le 7 octobre avec l'assaut terroriste du Hamas, et que pour l'instant, je ne vois pas tellement la fragilité politique de Benjamin Netanyahou en ce qui me concerne, si ce n'est le coup d'arrêt qui a été porté à la Cour suprême, mais qui ne l'empêche pas de gouverner, d'être toujours au centre de l'équation. Donc je crois qu'au fond, c'est ça la question peut-être que les Européens devraient poser. Moi, je suis très dubitatif sur la capacité de la diplomatie européenne, compte tenu de la diversité des positions et des opinions,
au sein de l'Union, compte tenu de la position de l'Allemagne, disons-le, l'Allemagne qui est tout à fait ligotée par son passé sur ce sujet, je crois que la diplomatie européenne est naturellement limitée. Par contre, il y a une indignation morale que les Européens peuvent adresser non seulement à Israël, mais aux communautés juives des différents pays. Pouvez-vous accepter ça? Pouvez-vous imaginer que vous vivrez un jour en paix si cette tragédie à Gaza continue? Donc voilà, mon seul espoir pour arrêter cet engrenage, c'est qu'au sein de la société israélienne, des mouvements se lèvent et que de la même manière qu'on avait vu des millions, des centaines de milliers d'Israéliens défiler contre Netanyahou lorsqu'ils voulaient tordre le bras de la justice, eh bien ils ne seront peut-être pas des centaines de milliers, mais que suffisamment d'Israéliens osent reprendre la parole et dire ce qui se passe n'est plus acceptable. Akram Belkaïd. Oui, je suis tout à fait d'accord sur ce qui vient d'être dit. Je voudrais revenir tout de même sur l'importance de la démarche que vient d'accomplir l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice. Moi, je ne pense pas que ce soit un échec, cette internationalisation. C'est la preuve que nous vivons dans un mode... C'est une tendance qu'on a déjà vue à l'œuvre pour la question de l'Ukraine. Il y a aujourd'hui l'émergence de ce qu'on pourrait appeler un Sud global, qui signifie aux pays européens et aux États-Unis, donc à l'Occident, que les choses sont en train de changer. Alors, je ne dis pas que la procédure va réussir, je dis simplement que l'Afrique du Sud, qui a déclaré son intention dès le début du mois de décembre, qui a fait face à d'importantes pressions, notamment américaines, pour ne pas entamer cette procédure, l'a quand même menée jusqu'au bout, puisque les audiences ont commencé, et que cette démarche a été soutenue par un grand nombre de pays du Sud. Le Brésil, le Chili, la Colombie, la Bolivie, l'Indonésie, la Malaisie, enfin, tous des pays qui comptent sur le plan économique, qui ne sont plus des acteurs marginaux, qui vont faire le 21e siècle. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que vis-à-vis... Alors, parce que souvent, dans les médias occidentaux, la communauté internationale se résume à l'Europe, les États-Unis et peut-être un peu le Japon. Alors que là, aujourd'hui, on voit bien que dans le monde, il y a un mouvement assez important qui, tout en condamnant le Hamas, qui devra être jugé pour ce qu'ils ont accompli contre les populations civiles israéliennes le 7 octobre, sont absolument horrifiés par ce qui se passe à Gaza et l'image d'Israël est de plus en plus ternie dans ces parties du monde. C'est-à-dire qu'on voit bien que le traitement médiatique, si vous regardez la presse sud-américaine et la presse européenne, c'est une énorme différence. C'est-à-dire qu'il y a une prise de position de plus en plus claire qui est accompagnée par des pouvoirs politiques dont l'Europe ne semble pas prendre conscience. Et l'Europe va se prendre, à mon avis, de manière régulière des camouflés de la part de ce Sud global. Ça a déjà été le cas sur l'Ukraine. On a bien vu la difficulté qu'ont les Européens de convaincre de nombreux pays, notamment africains, d'adhérer à la question des sanctions contre la Russie. Et ça se traduit de nouveau sur la question de la Palestine et d'Israël. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en disant qu'il y a des auteurs dont l'œuvre se transmet le long d'un chemin d'affection qui va de lecteur en lecteur. Ce sont ce que Alexandre Vialat, qui fait partie de ces auteurs, appelait les illustres méconnus. Eh bien, à côté d'Alexandre Vialat, dans les illustres méconnus, je veux dire par là quelqu'un dont le titre des œuvres est plus connu que le sont réellement les œuvres elles-mêmes, je veux parler du très britannique Gilbert Keith Chesterton, que Borges citait comme l'un de ses principaux maîtres et que son contemporain, ami et adversaire, Georges Bernard Shaw, décrivait comme un homme d'un génie colossal. Comme toujours avec Georges Bernard Shaw, l'éloge comportait une pique, car Chesterton avait l'appétit et le physique d'un ogre, il mesurait 1m93 et il pesait 130 kilos, alors que Shaw, lui, était si maigre que un jour Chesterton lui dit que, à le voir, on en déduirait que la famine sévit au Royaume-Uni. Et Shaw lui a répliqué « Et à vous voir, on pourrait penser que c'est vous qui en êtes la cause. » Politiquement, Chesterton avait commencé comme socialiste, mais il a vite été, désabusé de ce socialisme. Et finalement, il pensait que le monde est divisé entre conservateurs et progressistes, l'affaire des progressistes étant de continuer à commettre des erreurs, et l'affaire des conservateurs étant d'éviter que les erreurs ne soient corrigées. Il était un
un homme qui n'était pas d'accord. Je pense que si le parti des pas d'accordistes existait, il en aurait été une des figures les plus importantes. Et il portait une attention particulière et affectueuse à la tradition, d'abord parce que la tradition peut être évaluée, alors que l'action présente, c'est plus difficile, et il justifiait cette affection pour la tradition de cette manière. La tradition, disait-il, étant le droit de vote au passé. C'est le suffrage recueilli de la plus obscure de toutes les classes, celle de nos ancêtres. C'est la démocratie des morts. La tradition refuse de se soumettre à la petite oligarchie arrogante de ceux qui n'ont rien fait d'autre que de naître. Les démocrates n'admettent pas que des hommes soient disqualifiés du fait de leur naissance. La tradition n'admet pas qu'ils le soient du fait de leur mort. La démocratie nous interdit de négliger l'opinion d'un honnête homme, même s'il est notre valet de chambre. La tradition nous requiert de ne pas négliger l'opinion d'un honnête homme, même s'il est notre arrière-grand-père. Si vous avez quelques occasions de lecture, lisez ou relisez Un homme et jeudi, ou bien les enquêtes policières du père Brown de J.K. Chesterton. Eh bien, loin de Chesterton et de la démocratie et des traditions vues du Royaume-Uni, je vais plonger dans les arcanes françaises de ma génération, celle des quinquagénaires, pour rendre un hommage à une actrice que j'ai redécouvert au théâtre où elle est relativement peu durant cette fin d'année, c'est Sophie Marceau. Sophie Marceau, qui joue dans une pièce qui va circuler maintenant en province, puisque je crois qu'elle est terminée à Paris, mais il y a une belle tournée en prévision, joue avec François Berléand une pièce intitulée La Note, qui raconte comment son mari, psychanalyste, tente de se suicider. Elle arrive, elle-même est pianiste, au moment où il a littéralement la corde au cou. Et je vous passe ensuite l'intrigue et les détails. Et j'ai trouvé que Sophie Marceau était extrêmement crédible dans ce rôle de femme talenteuse qui redécouvre à la fois son mari, sa vie, qui relie les épreuves qu'elle a subies, les oublis qu'elle a assumés. Et c'est intervenu, le moment où je suis allé voir cette pièce, au même moment où sur l'affaire Depardieu, dont vous disiez un seul mot, Philippe, en introduction, elle a rappelé qu'elle a joué dans un seul film, je crois, avec Gérard Depardieu, Police, de Maurice Pialat, qu'il avait été violent à son égard, vulgaire, et qu'à partir de ce moment-là, elle n'a plus voulu en entendre parler, ce qui ne signifie pas qu'elle a signé la moindre tribune, tant pour lui que contre lui. Je trouve que cette prise de parole était digne de la part d'une actrice emblématique d'une certaine France, une France qui, au fond, ne s'est pas complètement laissé dompter et impressionner par ces grands animaux du cinéma. Voilà, un hommage à une actrice que je crois, du point de vue de son jeu, honnête et intègre. Michaela Wiegel. Oui, alors que la conscience d'une Europe sur le déclin s'aiguise, je trouvais très rafraîchissant le livre autobiographique d'une Albanaise qui enseigne désormais à l'école LSI à Londres, Léa Hippie, et dont le titre en français est Enfant libre. Grandir quand tout s'écroule. Elle nous rappelle d'une façon extraordinaire tous nos idiots. Ça commence par sa grand-mère qui, dans l'Albanie communiste, lui parle qu'en français et dont la langue française reste la dernière preuve de liberté dans son existence, qui est par ailleurs une personnalité vraiment de roman. Mais ce qui est le plus sympathique dans ce livre, c'est que Léa Hippie raconte aussi la découverte de cet Occident, de l'ouverture jusqu'aux envoyés de la Banque mondiale qui voulaient aider l'Albanie à devenir enfin un pays d'économie de marché, et comment dans la population, elle, dans sa perspective d'adolescente, tout cela a été vécu. Donc vraiment, quand on veut avoir un message d'espoir, on doit lire Enfant libre.
J'ai accompagné une fois une délégation de l'OCDE dans l'Albanie qui était justement destinée à aider l'Albanie à passer à une économie qui tienne à peu près debout. Je dois dire que j'avais été aussi assez frappé par le fait qu'on ne nous a pas laissé rentrer. Il a fallu payer les douaniers pour que cette mission officielle. Je profite aussi pour signaler, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai reçu hier, le livre de Bertrand Legendre, qui a été un des rédacteurs en chef au Monde, sur Enver Hoxha. Enver Hoxha, pour ceux qui ne l'ont pas connu, était un extraordinairement pittoresque, sauf pour son peuple, dictateur, qui a réussi à fermer l'Albanie progressivement sur elle-même, après s'être fâché avec Staline, avec Mao, avec Tito, avec tout le monde, mais qui en effet était un francophile et un francophone avéré, ce qui fait d'ailleurs qu'il a eu, ce dictateur absolument sanguinaire, qu'il a eu en France une secte de sectateurs précisément, qui, comme il en a eu dans aucun autre pays européen. Oncle Enver joue un grand rôle dans le livre aussi. Akram Belkaïd. Laquelle secte existe encore, puisque j'ai croisé certains de ces éléments un jour à rue de Rennes en train de distribuer des tracts. C'était une petite parenthèse par rapport à ça. Et qu'effectivement, Enver Hoxha est le seul dirigeant à avoir interdit les religions dans son pays. Alors, moi, je voudrais vous parler d'un roman, qui est un roman traduit de l'arabe par Stéphanie Dujol. Cela s'appelle « Il y avait du poison dans l'air ». C'est de Jabour Douhaihi, qui est un écrivain libanais, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. C'est donc son dernier roman. Et ce roman parle d'un homme, de la vie d'un homme, alors ça va de la fin des années 50 jusqu'à 2020, jusqu'au moment de l'explosion du port de Beyrouth. Et c'est le portrait d'un homme qui est en réalité le portrait de son pays, d'un homme, d'une espèce de dandy, cultivé, épris de littérature, et dont la vie est un amoncellement de désillusions, d'échecs. Alors tout ça est très très bien raconté. Et en lisant ce livre, on a une espèce d'instantané d'histoire du Liban. Et moi, ça m'a fait penser à Finalement, c'est l'inverse de ce que font beaucoup de Libanais quittent leur pays pour partir à l'étranger. Et là, c'est finalement l'histoire d'un exil intérieur, d'une fuite vers l'isolement. Et c'est l'occasion, donc c'est chez Actes Sud, la collection Sinbad, qui est une vraie collection de passeurs entre ce qui se publie en langue arabe, et c'est régulièrement traduit. Et juste une parenthèse, un deuxième petit choix pour dire que, fête de fin d'année aidant, j'ai lu Astérix, le dernier, l'Héris Blanc, avec ses nouveaux auteurs, le texte de Fab Caro et les dessins de Didier Conrad, et c'est très bien, ça renoue un peu avec la veine des grands Astérix. Alors c'est un concentré qui fait, je dirais, pour parler de manière un peu triviale, qui fait la peau à cette fameuse pensée positive. On se moque de la pensée positive, et c'est quelque chose que je recommande s'il faut terminer sur une note un peu plus légère que ce qu'on a dit auparavant. François Bujon de l'État. Il faut se trouver des consolations quand les temps sont trop durs et les horizons trop sombres. Chacun a ses recettes. Richard se tourne vers Sophie Marceau. Moi, je me tourne vers la musique, qui, comme chacun sait, adoucit les mœurs. Et je voulais vous faire part d'une récente découverte. C'est un disque qui est sorti à l'automne dernier, chez Zerato, qui s'appelle Letters to Erik Satie, et qui est un disque de l'excellent pianiste français Bertrand Chamaillou, qui a une quarantaine d'années et qui est un ancien premier prix du concours Marguerite Long. C'est un lien franco-américain inattendu, car il établit un tête-à-tête entre Erik Satie, qui est mort, je le rappelle, en 1925, et le compositeur minimaliste américain John Cage, qui lui est mort en 1992. Et c'est pourquoi ce titre anglophone. Ils mettent en parallèle et jouent en alternance des pièces souvent énigmatiques de l'un et de l'autre, et montrent la filiation directe qui mène d'Erik Satie, compositeur de la Belle Époque et du début du siècle, à celle du chef de l'école minimaliste américaine. On y entend, bien entendu, les Cygnotiennes et les trois gymnopédies, mais on y découvre également quelques pièces très intéressantes et très énigmatiques de John Cage, qui viennent en direct d'Erik Satie, auquel John Cage se réfère d'ailleurs expressément. Donc je recommande ce disque franco-américain inattendu. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous, si vous le voulez, mercredi pour la première de nos conversations avec Marion Godefroy-Taillard de Bornes sur l'histoire de la gastronomie, et dimanche prochain pour un nouvel esprit public. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire
veille à tout ce qui touche aux plateformes de financement. Adrien Beccaria a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique. Julien Neuville l'a produite pour Nouvelles Écoutes. À dimanche prochain.